Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu sais, ce couplet, les gens le chantent et ils chantent le refrain. Mais oui. C'est une chanson qui est vraiment incroyable. Il y a des fois des chansons, tu chantes que le refrain. Mais moi, je rentre sur scène, regarde, et après, c'est à eux. Salut, bienvenue dans Confidence. Notre invité aujourd'hui a vendu des millions de disques avec des génériques télé comme Goldorak ou encore Albator, des génériques mythiques. Il a également signé un tube que l'on n'a pas oublié si on a un peu plus de 30 ou 40 ans. Besoin de rien, envie de toi, en duo avec Sloan. C'est le Peter de Peter et Sloan qui est avec nous, c'est Jean-Pierre Savelli. Salut Jean-Pierre. Bonjour à tout le monde. Bonjour Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien, bien installé déjà. Voilà. Je trouve ça original. Décontracté. Eh bien, écoute, ça tombe bien. Alors, pour commencer, il paraît que la phrase que tu entends le plus souvent, c'est « Ah oui, c'est vous ?» C'est pourquoi ? Ah oui, c'était vous. Depuis que j'ai sorti mon livre, là, c'est ça. Ils lisent, et puis voilà. Donc, pourquoi vous l'avez appelé « Regarde, le jour se lève » Et en lisant... Ah mais c'était vous ? Voilà. Ah mais c'était vous. Donc j'ai failli l'appeler comme ça. Ce livre. Alors, regarde, le jour se lève. C'est la vie de Jean-Pierre Savelli qui est racontée dans ce livre et qu'on va résumer dans cette émission. Avec plaisir. Toi, on va voir que tu as vendu des millions de disques, je le disais. Tu as le chiffre entre Goldorak, Albator, Besoin de rien, envie de toi. Si on cumule... Bon, je sais pas, 7 millions à peu près. 45 tours. De 45 tours vendus. Des récompenses, des disques d'or, des choses comme ça ? Disque d'or, disque de platine. À l'époque, il fallait en vendre 1 million pour avoir un disque d'or. Maintenant, tu fais 50 000, 45 tours ou CD, t'as un disque d'or, quoi, tu vois. Ça a changé. Alors, on va voir que ta vie passe de Toulon à Paris. Elle revient à Toulon, puisque tu t'es installé il y a quelques années à nouveau. C'est ta ville natale. Une rencontre exceptionnelle avec Michel Legrand. Oui. Mais juste avant, on va essayer de remonter le temps. D'accord. On est à Toulon, justement. Tu es un petit enfant et tu as un papa, notamment, qui est déjà chanteur, lui aussi. Il s'appelle comment, ce papa ? Mon papa s'appelle Carlo Cotti. Alors, son vrai nom, c'est Savelli, voilà, mais ça, c'était son nom de scène. François Savelli. Ouais. Voilà. Et puis, à la maison, on écoutait les 78 tours de mon père, on écoutait les 78 tours de pas mal de chanteurs américains qu'il aime bien, comme Nat King Cole, Frank Sinatra. Et puis voilà, je suis baigné dans la guitare, dans le son. Ma sœur chante aussi, elle est plus vieille que moi. Comment elle s'appelle, ta sœur ? Liliane. Et elle chante avec moi aussi, voilà. Et on est bercé par la musique. Ouais. Dès l'âge de 4 ans, mon père m'achète ma première guitare. Et voilà, quelques photos que j'ai mis d'ailleurs dans ce livre, où tout petit, place de la Liberté à Toulon. Ouais. J'ai les guitares déjà, et ça va me poursuivre, quoi. Et ça va te poursuivre. Et tes parents, ton papa notamment, va t'accompagner forcément, parce que ton papa, c'est quand même un nom qui compte, parce qu'il est corse à la base, et c'était un petit peu, à l'époque, dans les années 50, le concurrent de Tino Rossi. Même avant. Ouais. Oh, tu sais, il est parti à 17 ans, lui, de l'île Rousse, pour monter à Paris avec son frère, qui va être son impresario. Ouais. Et dès l'âge de 19 ans, il signe à l'Alcazar de Paris pour une revue qui s'appelle Caresse de femme, où il chante que des chansons d'amour. Ouais. Mon père, c'était que ça. Voilà. Et il chantait beaucoup en français, très peu en corse. Je ne sais pas pourquoi. Donc lui, c'est plutôt les années 37, 39, 40. Ouais. Après, il y a eu la guerre. Pendant 3 ans, il s'est arrêté. Ouais. Et donc, il a repris sa carrière un petit peu plus tard. Mais la chanson... Ça a toujours chanté, maman chantait, ma grand-mère chantait aussi. Ouais, donc c'est dans les gènes, les Savelli, quoi, bien sûr. Et oui. À partir de quel âge, toi, tu commences à chanter, par exemple ? T'as un souvenir ? 7-8 ans, je monte sur les tables dans les mariages de ma famille et des amis, et puis voilà, petit costume blanc, invité, et j'attaque, je chante. Voilà. Tu chantes, et tu chantes tellement que très rapidement... Les études vont te lasser un peu. Oui. Tu vas arrêter tôt, toi, les études. Hein. À quel âge ? 15 ans, je crois ? 15 ans. Ouais. 15 ans, je dis à ma mère, maman, je m'ennuie. Ouais. Je m'ennuie, j'ai vraiment envie de faire un autre métier. J'adore la coiffure. Ma sœur est esthéticienne. J'aimerais être coiffeur pour dames. Voilà, coiffeur, pourquoi ? Coiffeur pour dames. Plutôt que pour hommes. Je ne sais pas pourquoi à l'époque. Métier artistique un peu aussi ? Métier artistique, bien sûr. J'adorais coiffer, couper les cheveux. Il n'y a qu'un truc que je n'aimais pas, c'était faire les couleurs parce que ça sentait pas bon du tout. En tout cas, à cette époque, ils ont fait des progrès. Et donc, je travaille avec ma sœur. C'est tout relatif. J'ai fait
dans un salon où travaillait ma sœur, sur le port de Toulon, dont je me souviens le nom, ça s'appelait Praline. Et la patronne décide de monter un salon moins 20. Moins 20, ça veut dire pour les moins de 20 ans. Okay. Et finalement, moins 20 ans, j'avais tout ce qu'on appelle les Chicago. C'est quoi ça? Quartier très chaud de Toulon, où tous les marins allaient. Eh bien, moi, j'avais toutes les filles qui venaient se faire coiffer au salon et elles disaient Liliane, on peut monter voir ton frère? C'était très marrant, quoi. Voilà, 16 ans. Voilà, ok. Donc, tu baignes dans cette ambiance, effectivement. Chicago, c'est le quartier un peu chaud de Toulon, surtout à cette époque. Oui. C'était, puisque ça a changé depuis. Ça a changé, oui. Jean-Pierre, toi, tu vas donc trouver un boulot de coiffeur et en parallèle, tu vas enchaîner, comme papa, les scènes et les concours de chant. Très jeune, tu t'y mets au concours de chant? Les concours de chant, dès l'âge de 13-14 ans, avec mon petit copain Jean, on prend le Solex, on va chanter dans tous les villages du Var, et voilà, et puis on gagne, on perd, mais on s'en fout, on se fait plaisir. Alors c'est quoi l'ambiance de ces concours à l'époque? C'est un peu comme la Starac en miniature ou... Toute petite Starac. On arrive, on a la partition ou pas, on s'accompagne à la guitare, on chante du Clo-Clo, du Gaufret, un peu de tout. Un peu de tout, et avec mon ami Jean, qui est un ami corse, lui fait des harmonies, moi on aime bien chanter à deux, et voilà, et donc on se fait plaisir avant tout. Et un jour je gagne un concours, et on se mène dans le salon, il y a quelqu'un qui rentre dans le salon de coiffure, et qui dit à la patronne, est-ce que vous avez un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Savelli? Oui. Voilà, je suis chef d'orchestre et je voudrais lui parler. Okay. Voilà, ça a commencé comme ça. Et il t'avait repéré dans un concours? Un concours de chant. Ouais, ok. J'ai commencé. Et là, tu as commencé à devenir chanteur de bal, puisque tu es un chef d'orchestre de... Très bonne école. De bal. Très bonne école. Pourquoi bonne école? Parce que tu chantes les chansons de tout le monde. Tu chantes de 9h du soir jusqu'à 3-4 heures du matin. Tu ranges les câbles, tu ranges les micros, tu ranges les lumières, tu fais un peu tout. Tu fais beaucoup de kilomètres déjà. Et... c'était ma passion. Très formateur. Là, j'étais presque semi-pro. Je gagnais de l'argent. Entre 16 et 18 ans, tu gagnais déjà de l'argent. En plus, tu avais 2 boulots, toi. Oui. Vraiment. Oui, de temps en temps, heureusement qu'il y avait le lundi où les coiffeurs ne travaillaient pas, heureusement. Mais le mardi, j'arrivais assez fatigué parce que de temps en temps, on faisait quand même des trucs du côté de Biarritz, Bayonne. Ok. Très, très loin. Il fallait faire les allers-retours dans le... Oui. J'ai fait 3-4 orchestres assez bien... dans le Var, et même un orchestre à Marseille aussi. Et donc, voilà, ça, c'était la vie. Entre 16 et 18 ans, on va dire. Et à 18 ans, c'est quoi le déclic? Parce qu'à 18 ans, tu vas décider de monter à Paris. J'en parle à mon père et à ma mère, et je dis à mon père, tu es monté à 17 ans à Paris, moi j'en ai 18 ans et demi, 19, il faut que je fasse quelque chose. Tout le monde dit que je chante bien. Bon. Ok, papa, mais bon, et alors, il n'y a que Paris, hein. C'est toi qui me l'as dit, il n'y a que Paris. Voilà. On prend la voiture, une DS, et on monte à Paris. Et vous montez à Paris avec ton papa qui, comme il a un petit passé dans la chanson, a des connaissances. Et notamment une certaine Georgette Plana. Oui, il se rappelle d'elle, oui. Oui, parce que... Alors Georgette Plana, on va le dire à ceux qui seraient plus jeunes, c'était une chanteuse très en vogue. Alors dans quelles années? On est plutôt là dans les années 40-50? 50. Rikita, Mon Amour et tout ça. Rikita, Petite Fleur de Jazz. Voilà, elle fait un carton. C'est une femme très conviviale, très sympa, très souriante. Il l'a au téléphone et il lui dit « Je monte avec mon fils à Paris, tu peux me donner un coup de main ?» Elle dit « Je connais plus personne, je fais plus dans le métier, mais bon. » Parce que là, on est en quelle année là quand On est en 1969. Ok. 69. Donc elle était un peu déconnectée oui, un peu, oui. du réseau, on va dire, du réseau showbiz. En revanche, elle vous dit « Ok, montez et je vous reçois à Paris. » Je reçois à Paris. Moi, elle habite dans le 95. Bon, moi, je ne sais même pas ce que c'est, 95, département, ok. Et je vous donne rendez-vous au Carrefour Pleyel. Yes. Et mon père, donc voilà, la voiture, tu penses on ne la touche pas, parce qu'il ne se rappelle plus comment, à Paris et tout ça, il n'y a pas été depuis 40 ans. Et il me dit, on va prendre un taxi. Okay. On est dans le taxi, et c'est moi qui dis, on va à Pleyel. Oh là, d'accord. Et le gars ne nous dit pas Carrefour ou salle Pleyel. Il nous emmène à Pleyel. Et là, je nous revois, il nous laisse, je regarde, je vois 252 rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ai dit, c'est une salle de spectacle, c'est quoi, tu vois? Et on attend. Georgette Plana, vous attendez, elle, Carrefour Pleyel, donc on est d'accord. C'est une erreur d'adresse. Et cette erreur d'adresse, ça va être la chance de ta vie. La chance de ma vie.
Enfin, j'ai un culot énorme. Qu'est-ce qui va se passer? Mon père ne voulait surtout pas, quand je me suis aperçu que on était là depuis une demi-heure, quoi. Il n'y a pas de téléphone à l'époque, on est dans un bar, on boit des cafés, puis mon père me dit, bon écoute, je crois qu'elle nous a oubliés. Hein. Et là, on marche, et là, je vois un panneau, or, magnifique, production Michel Legrand. Et là, dans ma tête, je regarde mon père, je lui dis, papa, Michel Legrand, mais tu te rends compte? Je chante ses chansons, il est là. Il me dit, mais non, il doit pas être là. C'est ses bureaux. Et je monte. Ok. Et je rentre. Et qu'est-ce qu'il dit, papa? Et il me suit, mais il me retient en même temps. Oui, parce que il doit se dire, non, mais il est complètement inconscient, c'est non, pas mais comme ça que ça mon marche. père est chanteur, mais il était timide. Ouais. Ça, il l'aurait jamais fait. Il me l'a dit plus tard, jamais il l'aurait fait. Tu as eu un On culot croise monstrueux. beaucoup de danseurs et danseuses. La salle Playel, c'est classique. Il y a les orchestres classiques et les danseuses classiques. Ouais. On monte au 2e étage, très bel hôtel. Et on sonne. Et derrière la porte, on nous ouvre une dame, petite dame, toute petite, avec un petit cigarillo. Ouais. Bonjour. Je la revois, que je te parle, je la revois. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis venu de Toulon, je veux faire un disque. Okay. Elle a halluciné, quoi. C'est qui cette dame? Elle m'a regardé, me dit, mais c'est pas ici qu'il y a un disque. Mais pourquoi vous voulez faire un disque? Voilà. Et bien, pourquoi elle nous a laissé rentrer? Parce que c'est qui le monsieur? C'est mon papa. Ben, rentrez 2 minutes, voilà. Ok. Et là, on s'est assis. Elle nous a offert un thé. Et on a parlé. On a parlé au moins 1 heure. Je lui ai raconté ce que je voulais faire, que je connaissais des chansons. Et c'était la maman, c'était Marcel Legrand. Voilà, cette dame, c'est Marcel Legrand, la maman de Michel. Et c'est parti de là. Et elle te prend en amitié comme une grand-mère. Je raconte ma vie de ma mère, de ma grand-mère. J'adore chanter. Je chante du Michel Legrand déjà dans l'orchestre. Je suis entouré de musiciens de jazz qui adorent son fils. Et voilà. Ok, elle nous dit, vous dormez où? Vous êtes où? On lui dit, on est dans un hôtel rue de Douai, où mon père, quand il chantait à côté du Moulin Rouge, et il était là. Et on s'est mis dans un hôtel. On lui donne notre téléphone. Et puis, il n'y a rien eu pendant un mois. Puis, peut-être 1 semaine après, elle nous a appelés. Et elle nous a dit, vous avez rendez-vous avec mon fils. Donc, 1 semaine après, tu as un coup de fil des productions Legrand ou directement de Michel Legrand? C'est qui t'appelle? Sa maman. Sa maman. Elle me présente un directeur artistique qui s'appelle Marcel Rotel, qui est un mec fabuleux, qui s'occupait aussi de ma carrière tout au début. Et Michel Legrand est dans un bureau et il est au piano. Et là, il joue du piano, il ne me calcule pas. J'arrive. Ah bonjour, c'est notre Toulonnais. Alors tu chantes, qu'est-ce que tu vas me chanter aujourd'hui? Et on chante des chansons. Je lui chante une chanson, je prends ma guitare, je chante une chanson de Fugain. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu connais d'autre? Je connais plein de chansons et tout. Et puis à un moment donné, il chante un truc. Et il me dit, je suis en train de travailler une chanson originale. Il l'a fait, et au bout de 20 secondes, je chante avec lui. Et là, il se retourne, il me dit, non, mais ça, c'est une chanson originale. Elle n'est pas connue encore, elle ne passe pas à la radio. J'ai dit, oui, ce que mes copains musiciens jazzmen me disent, Jean-Pierre, tu as beaucoup d'oreilles. Oui, tu as beaucoup d'oreilles, mais quand même, c'est bien. Et tu fais du conservatoire? Ah non. Et là, je lui sors une phrase qui ne lui plaît pas du tout. Je dis non, parce que je pense que je vais perdre du temps. Lui qui était grand prix de il avait tous les prix possibles au conservatoire, il n'a pas apprécié. Lui, il voulait absolument que tu fasses du solfège. Il te l'a dit. Il m'a dit. C'est la base. Il m'a dit oui. Si on se revoit, il faudra que tu fasses du solfège, il faudra que tu prennes des cours et tout ce truc-là. Je l'ai revu. Je l'ai revu pour signer mon contrat avec lui de 3 ans. Et tu n'avais toujours pas appris le solfège? Non. Il te rappelle combien de temps après cette entrevue? Tout ça, Madame Legrand me rappelle quelques jours après. Elle me dit, il faut que tu viennes au bureau, on a des bonnes choses pour toi. Génial. On me présente donc de nouveau Marcel Rotel, qui va devenir mon directeur artistique. Et là, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 18 ans qui monte à Paris, qui en 2-3 semaines se fait déjà un carnet d'adresses avec un compositeur mythique? Je pense à maman, je pense à ma grand-mère. Ils m'ont toujours soutenu, qui m'ont donné de l'argent pour faire ça. Je pense à mon père. Mais mon père, il vit ce truc, il est à côté de moi. Donc c'est différent. Et je me dis, mais c'est pas possible. La chance que j'ai. Quand je vais dire ça à mes copains. Et là, quand je suis descendu à Toulon, une petite semaine, et que j'ai rencontré mes copains musiciens, je leur ai dit, j'ai signé avec Michel Legrand. Il me dit, Michel Legrand, mais le musicien? Oui.
Et j'ai montré le contrat. Parce que sinon, personne ne te croyait. Non, personne. Au début, ils ont dit, non, mais allez, il se prend pour qui? Tu pars, tu connais personne. Mais c'est la chance. Vraiment. J'étais là au bon moment, quoi. Voilà. Alors, il te donne rendez-vous, il a de bonnes choses pour toi. Et cette chose, ça va être quoi? Ça va être une chanson pour un film très connu de l'époque. Oui, c'est la chanson du prince dans Peau d'âne. Peau d'âne, de Jacques Demy. Et puis il me dit, j'ai une chanson que tu vas faire, mais il y a quand même des gens un peu connus qui vont la faire aussi. C'est Sammy Davis Jr. et Sarah Vaughan. Ok. Alors moi, je connais pas mes amis jazzmen aussi, ces gens-là. Je chante pas ces chansons, mais c'est quoi la chanson? En français, ça sera Un goût de soleil de pommes et de miel. Ce titre va sortir, va être numéro 1 sur RMC. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de radios. Il y a France Inter et RMC. RMC, voilà. RTL, ouais. On est numéro 1 sur RMC avec Un goût de soleil. Et voilà, et ça continue, et puis ça part. Et puis Michel m'appelle en me disant... Tu es une bête à concours, tu aimes bien chanter devant des gens. Je dis oui, bien sûr. Ouais. Il me dit, je vais t'emmener à Tokyo avec moi. Il m'emmène au festival de Tokyo, à Yamaha, avec une chanson originale qui s'appelle Mon amour, avant Slimane. Et là, on chante devant 18 000 personnes. 18 000 ce qui est fabuleux, c'est que... oui, c'est le... Raconte-moi ça. Attends, quand tu débarques au Japon, c'est un concours qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui fabriquait vraiment des stars internationales. Festival Yamaha. Il y a des stars pour l'Angleterre, juste pour te dire un truc, il y avait pour les chanteurs italiens Gianni Nazzaro qui va devenir une star après, pour l'Angleterre, il y avait une chanteuse aussi très connue. Enfin, il y avait des gens qui vont devenir très connus après. Moi, je fais ça. Ce qu'il y a, c'est qu'à la répétition, ils ont applaudi Michel Legrand pendant 5 minutes, quoi. Ouais. Les violons se sont tous levés. C'était Michel Legrand. Voilà. Donc j'ai répété. Il avait composé une chanson spécialement pour toi? Spécialement pour moi, pour ce festival. Voilà, on a le prix d'interprétation au bout de 3 jours. Je suis content, on revient en France et tout. Mais avant de revenir en France, on m'a fait enregistrer en japonais. Et là, anecdote incroyable. Tout en phonétique, on est d'accord? Phonétique. Ouais. La femme qui est à côté de moi, l'interprète, me dit les noms, et moi je marque des noms longs comme ça et tout. Et fantastique, je commence à chanter. Et à un moment donné, elle me parle au micro, elle me dit « C'est très bien, vous avez un très très bon accent, c'est incroyable, vous avez le même accent que Gilbert Bécaud. » Waouh. Oui, l'accent de Toulon. Je suis à Tokyo, oui, l'accent de Toulon. Ouais. Alors je vais enregistrer en japonais, donc un 45 tours, et puis après je reviens à Paris. Et puis à Paris, on repart, Chili, Brésil, la Pologne. Tu as fait le tour du monde avec ces concours. J'adorais ça. Alors toujours avec les productions Legrand, et puis un jour... une mauvaise nouvelle, parce que comme tu as commencé très jeune, tu n'avais pas encore fait ton service militaire, et ça va tomber, comme un coup près, il faut que tu ailles faire le service, et ça, tu l'as super mal vécu. C'est terrible. C'est terrible parce que j'ai mes disques qui passent comme ça à la radio, je commence à faire des télés, de la presse, et maman m'appelle et me dit on a reçu quelque chose, tu vas faire tes 3 jours à Tarascon. Je lui dis qu'est-ce que c'est? Elle me dit c'est avant de faire l'armée. Voilà. J'annonce ça à la famille Legrand. Ils ont essayé de faire des choses, je dois dire, et pas le cacher, mais ils ont essayé de contacter des gens. Ça n'a rien donné. J'ai été donc 3 jours à Tarascon. Je fais 1 semaine pompier de Paris, inapte aux pompiers, mais pas à l'armée. Et je me retrouve dans un camp semi-disciplinaire à côté de Versailles. Tu vas faire l'armée pendant 2 ans. Ouais. Pendant 2 ans, tu arrêtes d'enregistrer. Je vends mes 45 tours. Il y a quand même des 45 tours qui se vendent. 45 tours, j'ai besoin de mon 45 tours d'Un goût de soleil, Peau d'âne, les gens, oui, super et tout. Et puis bon, je deviens coiffeur à l'armée. Ah oui, bah oui. Je redeviens coiffeur. Ton premier métier. J'ai jamais eu une tondeuse, mais là, je m'en sers. À l'époque, c'était 2 ans, le service militaire, 1 an et demi. Quand tu reviens du service militaire, tout est à refaire? Ou tu as encore... Non, tout à refaire. Parce que là... quoi. Les gens, ils ont oublié beaucoup de choses. Il n'y a pas autant de télé que maintenant, les radios pareil et tout. Et Legrand décide, sa carrière grandit énormément aux États-Unis, les musiques de films et tout ça. Et sa maman me dit, on va garder la direction artistique, mais on va te mettre dans une maison de disques. Ok, donc c'est-à-dire que c'est Madame Legrand qui te reçoit un peu comme une bonne grand-mère après ton service militaire. Elle me lâche pas. Elle te lâche pas. Elle garde l'artiste, mais elle me met dans une maison de disques. Et elle me dit, écoute, on connaît très bien Eddie Barclay, on va lui faire écouter ta voix. Et Eddie Barclay, il a écouté, il a dit, je prends, tout de suite. Et premier 45 tours, on fait Ciel, dans les studios Barclay, à Neuilly.
Et j'enregistre et j'ai la chance dans les couloirs de rencontrer Patrick Juvet, Daniel Balavoine, il y a Léo Ferré, Charles Aznavour, ils sont tous là, Oui, des artistes Barclay. Hein. Mais c'est ça, tu fais une rencontres maquette. la crème de la crème, même des Claude François à l'époque. Là, je travaillais avec Barclay. côtoie pas encore, parce que c'est pas la même maison Ouais. de disques, mais chez Barclay, il y a un monde fou, quoi. En tant qu'artiste, Delpech, c'est énorme. Premier 45 tours, on me dit, vous allez faire la Rose d'Or d'Antibes. C'est un grand festival de la De chanson. chansons, oui. Bien. Et dans les chœurs, donc il y a Daniel Balavoine qui me prête sa voix avec Patrick Juvet. Incroyable. Donc des voix très aiguës, on chante. C'est-à-dire que toi, Jean-Pierre Savelli, tu avais comme choriste Oui. Daniel Balavoine et Patrick Juvet. Oui, ils sont venus me prêter main forte. Ils n'ont pas été payés par la maison. Hein. Ils faisaient partie de Barclay. Ils ont fait ça, puis ils n'ont même pas suivi après. Ouais. C'est comme moi, j'aurais pu faire des chœurs avec Patrick Juvet. Voilà, et puis là, au mois de juillet, donc le 7 juillet, je représente donc la maison Barclay. Et à un moment donné, il y a Raymond Lefebvre, le chef d'orchestre, qui vient vers moi, qui me dit on vous a fait plaisir, monsieur Savelli. Hein. On vous a mis des choristes féminines parce que vos voix, c'est fabuleux. Je lui dis mais sur le disque, c'est des garçons qui chantent. Non. Parce qu'il avait un timbre très haut perché. Même toi, tu pourrais chanter. Oui, moi je chantais vraiment dans les aigus. Oui, un petit peu comme les Bee Gees, etc. Ah oui, Et Balavoine savait très bien faire ça. Voilà, c'est mes Et goûts. Juvet aussi. Juvet, n'en parlons pas, il a chanté toujours en voix de tête, voilà, presque, pratiquement. Donc voilà, eh ben, je gagne un grand prix de la Rose d'Or d'Antibes, voilà, et le soir du repas, Barclay est très très content, puis il me dit juste une chose, il me dit, fais attention, les agents maintenant, ils vont venir, attention, te proposer des trucs. Ça loupe pas. Peut-être une heure après, il y a quelqu'un qui arrive avec un accent marseillais. Bonjour, Jean Renzulli, très connu à Marseille. Ouais. Je m'occupe de Claude François, je m'occupe de... Ah oui. J'aimerais que vous fassiez partie de la première partie de Claude François. En tournée. Waouh. Alors je pense à Eddie Barclay, et là je me dis, c'est un fou furieux, c'est un bidon, quoi. Voilà. Eh bien, pas du tout. Wow. Pas du tout. 4 jours après, je fais les chapiteaux. Il était comment, Claude François Tu as fait combien de temps de tournée avec lui L'été, tout l'été 72, donc une quinzaine de dates. Ouais. Super. Moi, On le décrit volcanique, hyper exigeant. Oui, mais c'est très bien. Il est volcanique, il est nerveux. Tu sais. Voilà. Quand c'est un Américain qui est comme ça, on dit quel talent et tout. Quand c'est un Français, on dit quel chiant, quel si. Non. Ouais. Moi, j'ai apprécié le bonhomme. Je n'ai pas mangé avec lui tout le temps. Hein. On a fait un dîner ou deux, quelques photos. Mais en tout cas, je le regardais tous les soirs. Ouais. Bien sûr, de temps en temps, il engueulait les musiciens et tout, machin. Il paraît qu'il réglait ses comptes souvent sur scène. D'ailleurs, il y a des archives. Hein. Tu as vécu ça, toi, en direct ? Je l'ai vécu. J'ai entendu un texte sur une chanson qui était que pour le trompettiste. Parce qu'il avait fait une mauvaise note. Ah oui. Et celui, le pauvre, qui tenait le micro avec le fil. Okay. Alors lui, il en a entendu plein. Voilà. Mais bon... Et donc, dans les chansons, il réglait ses comptes. Oui, quelques le public s'en apercevait ou c'était assez discret ? Je n'ai jamais demandé. Jamais demandé. Il t'a donné des conseils. Il a été bienveillant avec toi. Sois toujours souriant, professionnel, tu as une bonne voix, vraiment, le public, il adhère à ce que tu fais et tout. C'est bien de leur parler. Ouais. Voilà. Moi, j'ai retenu que ça. Eh ben, c'était déjà une bonne base. Cette tournée s'achève. Là, on va se retrouver effectivement dans les années 72-73. Et là, tu vas commencer à faire des voix de publicité. Oui. Et parce que dans les années 70 et même 80, la publicité chantée, c'est vraiment très à la mode. Oui. Comment tu tombes dans la pub ? C'est par plaisir ou franchement parce que ça rapporte ? On m'appelle. Ouais. Ni que ça rapporte, ni par plaisir. Je chante. Donc, à Jean-Pierre, tiens, au fait, j'ai une séance de pub pour Hollywood Chewing Gum. Tu viens, on est 3, on est 4, tu vas faire une petite solo. Et puis, je me retrouve à faire 2-3 pubs par jour avec une équipe de chanteurs et de chanteuses que je ne connais pas. Ce sont des choristes, mais choriste, c'est un vrai métier. Il est aujourd'hui. Voilà, moi, je suis soliste, mais j'ai fait des chœurs aussi pour les autres, pour Sardou, pour plein de gens, mais ça m'a plu. Et un jour, voilà, il y a Philippe Châtel, le compositeur, qui m'appelle, qui me dit, j'ai une pub à faire. Est-ce que tu peux passer au studio ? Voilà. Je passe au studio, je lis le texte. Hein, pour bien secouer les pruneaux. Oh tiens, vas-y, parce que celle-là, ça va rappeler... c'est quoi ? C'est... Pour bien secouer les pruneaux, il faut des... C'est les pruneaux d'Agen, ça, à l'époque. Pruneaux d'Agen. Ouais. Et je me retrouve avec ça, c'est un tube. Voilà. Ça passe sur toutes les radios. Et je dis, c'est incroyable. Ouais. Et là, je me dis,
la pub, il faut que ça soit mémorisable, les mélodies. Sûr. Parce qu'il y a des pubs, on ne les retient pas. Après, on commence à m'appeler pour chanter Cronenbourg, pour chanter Pastis 51. Est-ce que c'est toi qui faisais les mélodies ou les paroles? Non, ou on te moi donnait je tout chantais. Clé en main. Je chantais. Il y a juste une fois quelqu'un qui savait que je travaillais avec Michel Legrand, qui me dit « Est-ce que tu pourrais m'écrire une mélodie à la manière de Legrand ?» J'ai dit « Non, on prenait Michel Legrand, mais c'est plus cher. Pour Eau de Lancôme. Okay. Quand tu es belle, eau de Lancôme. Quand tu es fraîche, eau de Lancôme. Padadintin. » Voilà, je suis parti dans un truc comme ça. Et ben voilà, on était dans les parapluies de Cherbourg. Et là, c'est passé... Voilà, on était les parapluies de Cherbourg. Et là, c'est... dans les cinémas, à la télé, dans les radios, voilà. C'est une partie qui m'a permis de ne pas faire ce qu'on appelle des galas galères. De traverser la France pour rien du tout, et des fois pas être payé. Voilà. Ça, je chantais de la pub. Ça faisait bouillir la marmite, mais en même temps, c'était super sympa à faire, parce que je pense que vous vous amusiez vraiment beaucoup. Mais je comprends. C'est très court, il y a les choristes, il y a une super ambiance dans les studios, là. Très bonne ambiance. Après, il y a des anecdotes. Il y a une femme qui me fait venir un jour et qui dit « J'ai entendu votre voix dans un film de Lelouch et tout. » Oui, parce que tu doublais aussi des voix parlées. Oui, je doublais aussi pas mal de gens, et je chantais aussi pour les gens. On va parler peut-être tout à l'heure pour les films, mais elle me fait venir dans un studio, et je vois le texte, et c'était une publicité pour un aliment pour les chats. Oui. D'accord ? Est-ce que je peux avoir la mélodie ? Et là, on me montre la mélodie. Bon, je chante comme je peux, et là, j'entends dans le casque... Ah oui, mais c'est pas du tout la manière dont vous chantez. J'ai dit, madame, le compositeur, c'est pas Michel Legrand non plus. Excusez-moi. Voilà. Vous me demandez de chanter Kit Kat avec... Voilà. Alors, on va maintenant passer dans la fin des années 70, 79, 80, où là, nouveau tournant dans ta carrière, grâce notamment à quelqu'un qui s'appelle Raïm Saban. Raïm Saban ou Saban. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Oh. À l'époque, c'est le producteur de Goldorak. C'est le producteur de My Brandt et de Noam. Et aussi, quand il arrive en France, de Goldorak, de cette série. Oui, il a acheté les droits. Ouais. Il a acheté les droits. Et il me dit, je suis dans le bureau et je suis très copain avec Noam, qui a 13 ans, et il me dit, j'ai besoin d'une voix pour faire 2 génériques de Goldorak. J'ai dit, Raïm, il n'y a pas de problème, fais-moi écouter. J'écoute les maquettes, et là je lui dis, écoute, bon, je vais voir ce que je peux faire, mais les mélodies, c'est pas des trucs que j'ai l'habitude de chanter, quoi. C'était des maquettes, pourquoi? C'était la légende d'Actarus, là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, voilà. Tube de Goldorak, qui s'est vendu à plus de 2 45 000 tours. Là, je m'étais planté complètement. Oui, parce qu'à la base, ça t'intéressait pas plus que ça. Pas trop. Ouais. J'étais encore avec, tu sais, les belles mélodies. Bon, voilà. Je préparais le film de Lelouch les uns et les autres, avec du Legrand, avec Francis Lay, et là, il me présente Goldorak. Je me suis dit, bon, mais je vais faire les maquettes. Je fais les maquettes de 2 titres. Et premier couac, je ne peux pas le faire sous mon nom. Parce que ma productrice du moment, la productrice du Palais des Congrès, me dit, Jean-Pierre, moi j'ai signé un contrat avec toi. Tu ne peux pas prendre Jean-Pierre Savelli. Prends un pseudonyme. Et le pseudonyme... Parce que c'était dégradant un peu de... C'est dégradant. Ça m'embête parce que bon, je l'ai pris déjà une autre fois, mais c'est comme ça. Donc, Raïm me dit, trouve-moi un pseudo. Et le pseudo, je l'ai trouvé dans une bijouterie qui était sur les Champs-Élysées, qui s'appelait les Goldies. Alors, les fans de Goldorak, maintenant, ils savent que Goldie, c'est Jean-Pierre Savelli. Mais pendant un moment, ça m'a embêté. Et tu vas enchaîner ce qu'on voit là, Goldorak, Albator, Xor. Alors moi, je voudrais juste que tu me fredonnes, parce que tout le monde s'en souvient. Albator, par exemple. Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Albator. Après, il y a... Voilà. Ah non, on l'a tous en tête. Ça, c'était après. Puis après, il y a eu Xor, le shérif de l'espace, Xor. C'est pas la meilleure chanson du monde non plus, mais en tout cas, elle a le mérite d'être restée dans la tête de millions d'ados de l'époque, dont je fais partie. Et après, il y a eu Il était une fois l'espace. Pour moi, la plus belle. Alors ça... France 3, tous les soirs, à 8h moins 5, l'infini des prairies bleues du ciel découvert, comme un grand livre ouvert. Et je chantais ça. Il y avait 3 minutes de générique. C'était long, ce générique. Mais oui, à l'époque, les génériques étaient très longs. Et tu avais tous les soirs tes 3 minutes de musique sur FR3 à l'époque. On m'en parle encore, oui. C'était en 81, ça. 81. Ça, franchement. Alors ça, c'était Michel Legrand, en plus, qui Michel la m'appelle musique pour faire ça. Tu vois, je ne travaillais plus avec lui, mais il m'appelait.
encore pour des choses en disant, bon tiens, j'ai fait Oum le dauphin, mais je viens de faire aussi un dessin animé qui s'appelle Il était une fois l'espace. Voilà. Alors dans la foulée, toujours en 81, il t'appelle pour un nouveau film de Claude Lelouch, cette fois, et c'est le film Les uns et les autres. Alors là, je suis très surpris, Eric, parce que Lelouch, pour moi, c'est Francis Lay. Ouais. C'est pas Michel Legrand, c'est toujours Francis Lay. Niçois, Toulonnais, on se voit souvent, on se connaît, on parle football, on parle plein de choses avec lui et musique. Et là, j'ai dit, tiens. Donc, je suis dans le studio de Francis Lay. Et il me dit, voilà, cette chanson, c'est moi. Et celle-là, c'est Michel Legrand. OK. Donc, les uns et les autres, si chacun est l'autre pour l'un, ça, tu feras un duo avec Nicole Croisille. Waouh. Incroyable. Super. Qui était très célèbre en 80, oui. bien sûr. Et après, il y a cette chanson-là, Un parfum de fin du monde, dis, m'en veux surtout pas, si ma chanson a un parfum de fin du monde. J'ai dit, qu'est-ce que c'est beau. Wow. Michel Legrand, bien sûr, Michel Legrand. Tu vas chanter avec une chanteuse américaine, une choriste, Okay. dont j'ai appris le nom que 2 ans plus tard. On enregistre en studio, fabuleux, des moments fabuleux. Et là, Lelouch a une idée. Il me dit, on a fait une scène il y a 2 soirs du Boléro de Ravel devant la Tour Eiffel. Et là, franchement, il faudrait que tu chantes aussi avec la sœur de Michel Legrand, Christiane Legrand, le Boléro. J'ai dit, d'accord. Bam, ba-da-da, ba-da-da-da-da-da. Pas de paroles, comme ça. Oui, très bien. On est en studio. Lumière rouge, grande orchestre, en direct. Avec Legrand, souvent c'était ça. Et on part. Boum, lumière rouge qui s'éteint. Ah, on a chanté faux, qu'est-ce qui s'est passé? On se regarde avec Christiane. Excusez-nous, on entend au casque, il y a une amie de Michel Legrand qui vient le voir, ça va durer 5 minutes. Et là, on tourne la tête. Et là, Barbra Streisand. Wow. Qui était copine de Michel Legrand? Depuis des années. Et donc, là, Christiane me dit, on va la laisser partir avant de rechanter. Hein. D'accord, t'es d'accord? Vous avez un peu honte. C'était un moment magique. C'était incroyable, quoi. C'est fou. Elle est restée, et elle n'a pas quitté la salle. Et nous, on a chanté. Voilà. Vous aviez un petit commentaire de Barbra Streisand? Pas du tout. Fabulous. Fabulous. Allez, on est en 81, on va faire un saut dans le temps, parce qu'évidemment, quand on parle de Jean-Pierre Savelli, on parle forcément de Peter et Sloan. Et là, on va voir avec toi ce que tu racontes très bien dans le livre, la formation de ce duo. C'est complètement le hasard, on est en 1983-84. Ouais. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Je suis au Palais des Congrès, produit par la fameuse Carla, qui me produit depuis 3 ans déjà. On fait un album. De l'époque qui voulait que tu aies un pseudo quand tu faisais des génériques. Oui, voilà, celle qui voulait que j'ai un pseudo. On se retrouve là et je suis en train de faire des cordes avec l'arrangeur de Dorothée qui m'écrit des cordes fabuleuses. Gérard Salès, un Toulousain super. Gérard Salès, il faisait partie des Musclés, non? Non, c'est le compositeur de Dorothée. D'accord. Il ne fait pas partie, mais il a travaillé avec eux. Il a travaillé avec elle. Il fait tous les tubes de Dorothée, c'est Gérard Salès. Et donc, elle me dit, ah tiens, quand tu auras un petit moment, va à côté, il y a une choriste, là, tu cherches souvent des voix pour les pubs et tout. Voilà. Okay. C'est parti de là. Je suis sorti de mon studio, j'avais mon café à la main, j'arrive dans un petit studio, je vois une fille avec une salopette noire et tout ça, assez moulante. Elle est là, elle chante. Voilà. Donc je viens vers elle. C'est le hasard, tu vas vers elle? Oui, je vais vers elle. Bonjour Jean-Pierre, là Chantal, ok, enchanté. Voilà, Carla m'a parlé de vous, vous chantez. Moi je fais souvent des pubs et tout, moi aussi, je chante, je fais des chœurs, voilà. Okay. Et quelques temps après, je lui ai dit, j'ai une chanson, ça serait bien qu'on fasse un duo pour s'amuser. D'accord, et la chanson, c'est toi qui as écrit les paroles? J'écris la musique, qui s'appelle Ma vie avec toi, mais il n'y a pas de texte, et je l'appelle Slow pour Anne. Ok. La chanson. Slow pour Anne. On garde ça en tête. Cette maquette, elle est là. Elle l'a fait écouter au producteur de Claude Barzotti avec qui elle travaille. Voilà, les frères Célie, 2 frères super qui sont dans le métier, mais pas comme des Barclay et tout ça. C'est des petits producteurs, mais très sympathiques. Ils écoutent et ils disent, c'est bien la chanson là. C'est qui chante? Ah, c'est un garçon que j'ai rencontré, c'est parti de là. Ils veulent me rencontrer. Eh bien, c'est bien, on va faire un 45 tours. Vous êtes disponible? Je lui dis non. Non, mais on peut faire quand même des maquettes. On fait la maquette. Ma parolière, Marie Casanova, qui est corse, comme moi, je la mets dans le coup. Elle écrit le texte.
eh bien, il faut une deuxième face. On ne dit pas face B, un deuxième titre. Là, Chantal fait la mélodie de Besoin de rien, qu'on a pas mal arrangé après avec l'arrangeur Bernard Estardi. Je fais le texte avec Marie Casanova. On a 2 titres. Ces 2 titres sont super. Slow pour Anne, face A. Ouais. Qui devient ma vie avec toi et Besoin de rien, envie de toi, face B. Face B. Ok. Et là... Et alors, juste, on fait la parenthèse, Ouais. mais Slow pour Anne, toi tu t'appelles Peter, parce que Jean-Pierre, mais Slow pour Anne, Slow Anne, parce qu'elle s'appelle Chantal Richard à la base. Oui. Et donc... Ça devient Slow Anne. Eh oui, exactement, elle m'a dit, mais c'est une bonne idée ça, Slow Anne, Slow pour Anne. Ouais, elle a mis le doigt sur pour, Slow Anne. Les producteurs disent oui, par contre Carla, elle dit non. Ah. Elle dit non, ça sera un pseudonyme comme pour Goldorak. Tu fais pas ton nom. Bon, alors moi, Jean-Pierre, Peter, ça a été facile à trouver ça, tu vois. Bon, Ouais. Chez mes amis corses, ça s'est pas trop Moins bien bien passé, passé. mais bon, puis c'est dommage pour moi. Et encore une fois, elle voulait, ta productrice, cacher ton nom, parce qu'elle voulait se garder ton nom pour elle. Elle m'a jamais vraiment expliqué, mais j'étais très déçu. Encore une fois, de toute façon, Jean-Pierre et Chantal, peut-être que ça aurait pas été terrible, je ne sais pas. Ouais. Voilà, en tout cas, Peter et Sloan, ça sonne bien. On est dans les années 83-84. Ouais, l'été. Ça sort comment? Parce que normalement, c'est la face A qui est promue par les radios, Oui. qui passe en télé, etc. Il y a ma vie avec toi en A, Ouais. Besoin de rien. Comment cette phase B, qui devait Ouais. être un titre de remplissage, entre guillemets, Ouais. devient le tube? Ben, c'est quelqu'un d'Europe 1 qui dit au frère Célie, bon alors, Peter et Sloan, c'est qui Peter et Sloan, on ne sait pas qui c'est. On vous dira après, car sur la pochette, les 3000 premiers 45 tours, nous sommes de dos, sur les Champs-Élysées. Parce qu'on ne devait pas connaître votre nom ni votre tête. Ouais. En tout cas, la mienne, on ne devait pas la connaître. Donc, on est de dos. Une idée que j'avais eue comme ça, que j'avais donnée au producteur. Et du coup, ça sort. Et le gars, il dit, démarrer un slow, ma vie avec toi, ta vie avec moi. Écoutons la phase B. Il écoute, il entend les violons comme ça, et il dit, Voilà. ça serait pas mal. Et RMC, Europe 1, qui travaillaient ensemble, ont sorti. Et on connaît la suite. Et on connaît la suite. Combien? Tu disais 2 millions tout à l'heure? Alors, on a vendu 2 millions de 45 tours, mais la folie, ça a été quand même la naissance, Eric, de Canal+. Je pense que si Canal+ est le top 50, Et oui, en 84. n'hésite pas, tu vois. Premier, Peter et Sloan. Pendant 15 semaines au top 50. Non, mais Ouais. nous-mêmes, on était Ouais. on n'en revenait pas. On peut l'entendre là un petit peu le... Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu sais, ce couplet, les gens le chantent Mais oui. et ils chantent le refrain. Mais oui. C'est une chanson qui est vraiment incroyable. Il y a des fois des chansons, tu chantes que le refrain. Mais moi, je rentre sur scène, regarde, et après, c'est à eux. Alors, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, alors on a lu des tonnes de trucs. Hein. Vous étiez en couple ou pas avec Pas du Sloan? tout. Non, pas du tout. Non, le seul image du couple, c'est C'était l'illusion ça, parfaite. Hein. C'est ça, et c'est le coup du bisou que j'ai fait un jour sur FR3 Toulouse. Et les producteurs, ils ont dit, ça c'est bien. Voilà. Je l'ai dit 100 fois. 100 fois. C'était ça, voilà, le bisou et tout. Après, sur le film, Ouais. Thomas Langman, il a voulu le bisou. Le film, c'est Star Voilà, 80. c'est hein. Mais alors, vos rapports étaient lesquels? Parce qu'au début du duo, Amis. tout se passe bien. Amis. Ouais. Ami. Et ensuite, je peux le dire, elle a voulu que ça soit un couple. Et moi, je n'ai jamais voulu. C'était un peu à sens unique. Oui, je n'ai jamais voulu. J'étais avec... Tu avais ta vie de couple de ton côté. oui, exactement. Parce qu'on a entendu Oui, parler mais- de choses, même parfois un peu violentes. Trop de choses. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait bonne figure devant. Ouais. Et quand vous étiez en coulisses, c'est Ben, en quoi? C'est la coulisses, pression dans- médiatique aussi, et tu puis sais, cette envie de Eric, créer un en couple à coulisses, sens en unique. coulisses, de toute façon, il y avait chacun sa loge que je demandais moi, d'accord. J'ai signé le contrat avec ma société de production pour Ajetant des têtes de bois. Ça a été un enfer. Ça a été un enfer. Ça, c'est en quelle C'est-à-dire année? que Ça, je c'est rentrais beaucoup sur plus scène et des fois, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je gagne bien ma vie et j'ai plus envie d'être là. C'est terrible. N'oublie pas, j'ai chanté 12 ans tout seul. Ouais. J'ai fait des duos. Croisille, Noël Cordier pour la Révolution française. J'en ai fait des duos. Là, ça devenait terrible. Voilà, donc c'était bien après, alors, parce qu'Achetons des têtes de bois, c'est en quelle année, ça? 2011. 2011. 2010-2011. Mais non, mais on s'est arrêté plein de fois. Ouais. C'était un duo, c'est pas comme Stone et Chardin qui étaient mari et femme. Ouais. Ça marchait pas, mais bon, t'es mari et femme, ils ont eu des enfants. Nous, rien. Ouais. Rien. Mais en tout cas, c'est vrai que pour
pour le commun des mortels, ça faisait illusion sur scène. Oui, le problème, c'est que ces trucs... Tu sais, Cyril Hanouna m'a appelé 20 fois pour me dire « Il faudrait venir, vous ». Oui, parce que Sloan a dit qu'il y avait eu des vous défendre, je dis « Je ne vais pas me défendre ». Qu'on me montre des preuves. Parce que quand on dit on prend des coups, on a des coups. On était tout le temps en télé. Elle a mis dans le coup Gérard Louvain, Michel Leb, qui eux-mêmes ont dit « Mais c'est quoi ?» Voilà, règlement de compte, terminé. Mais en tout cas, effectivement, il fallait qu'on en parle parce que dans la presse, on peut lire des choses qui... Chacun se fait son opinion. Voilà, je ne ferai pas changer la vie des gens. Ça a donné lieu... Alors, vous vous retrouvez bien après 1984 et cette folie. Raconte-moi cette déferlante, parce que toi, c'est la première fois que tu avais autant de succès. Oui. Alors, en duo avec Sloan, mais c'est quoi ta vie à ce moment-là ? Ben, c'est de la folie, hein. C'est-à-dire que tu dors plus beaucoup, tu pars à droite, à gauche, tu fais 3 télés par jour, comme tous les gens qui ont eu des gros succès. Hein. On part au Québec, on part en Hollande, on sort des versions en 5 langues étrangères, même en mandarin. Enfin voilà. Même en mandarin, il y a besoin de tout. Oui, il y a eu plein de versions, en coréen, il y a eu de tout. Mais même pas que par nous. Voilà, tu voyages beaucoup, on fait une tournée de 80 dates avec Michel Leb, c'est extraordinaire. Bon, qu'on soit fatigué, c'est un peu normal. Alors après, on va dire, oui, elle était plus fatiguée. Voilà, bon, il y a eu plein de choses. Donc, on a arrêté, à un moment donné, on a repris, parce qu'il fallait reprendre, c'était la mode, en 2006. En 2006. RFM 80. Voilà, RFM 80, et ça, c'est très bien raconté dans le film. Chacun chantait de son côté. Dans le chacun avait sa loge, c'était entendu dans mon contrat. C'est vrai ? Moi, déjà. Vous n'aviez plus de contact ? Non. Vous n'étiez ensemble que sur scène ? On chantait. Besoin de rien, envie de toi, au revoir, merci. Et alors, il faut que tu nous racontes RFM 80, cette tournée qui va devenir un succès phénoménal, qui changera de nom entre-temps, qui va s'appeler Star 80, en 10 ans, 3,5 millions de spectateurs, sauf que, quand vous démarrez en 2006, personne ne croit au projet. C'est bien raconté dans le film Star 80. C'est vrai. Toi, tu as vécu le début. 300 personnes, 400. 300, 400 personnes dans certains spectacles. Dans des MJC, des salles des fêtes, des choses comme ça ? Oui, des petites salles de fête, des trucs comme ça. Des fois, on n'est que 3 chanteurs. Je me retrouve avec Jean-Pierre Madère, par exemple. Patrick Hernandez n'était pas là du tout au début. Hein. Ni François Fellman et tout ça. Il y a vraiment 5-6. On est... Enfin, de toute façon, il faut reprendre ce qui se passe dans la presse. Hein, c'est ça. On est quelques-uns. Et puis, d'un coup, il se passe qu'il y a du succès. Ouais. Et le producteur dit... Je vais louer des zéniths. Et nous, on est... voilà, quoi. Et il loue des zéniths, et ça fonctionne. Vous avez enchaîné pendant plus de 10 ans. 3,5 millions de spectateurs, je disais. Et la plus grosse scène que tu aies faite, c'est quoi ? C'est le Stade de France ? Oui. C'est incroyable. 30 000 personnes, combien un peu plus. Public ? 50. 50 000 personnes. Alors, raconte-moi, ça fait quoi quand on vient chanter devant 50 000 ? C'est pas plus que quand il y en a 300. Donc, mais on a fait le stade de Lens, on a fait le stade de Lille, on a fait des stades. Tu sais, t'as des hires et tout. Heureusement que tu demandes à l'ingénieur du son de te mettre un peu le son du public. Sinon, autrement, quand tu le fais à vous, t'entends rien du tout. C'est vrai ? Que ta musique, tu vois. Ouais. Ou alors t'enlèves ta hire, tu vois. Mais franchement, on a un track, mais on est surtout en groupe. Ouais. Moi, ce que j'ai surtout demandé à l'époque, c'est que c'était frustrant de chanter une chanson. Autant sur Âge tendre, on chantait 2 titres. Chacun, Delpech en chantait 3. Là, c'était un titre chacun, tu vois, à part Jean-Luc Lahaye. Et là, on a fait des collégiales, déjà, quand j'y étais. Donc ça, c'était bien. Moi, j'avais choisi la gitane, chacun choisit... Ça, c'était bien. Voilà. Maintenant, tout le monde dit ils sont encore là au bout de tant d'années. C'est vrai, personne sort un disque, mais c'est leur problème. Ils continuent à valser sur leur tube. Et la tournée, elle est toujours là. Ils disent qu'ils s'arrêtent et puis ça repart. Mais il y a plein de tournées. Hein. Ouais. J'ai remarqué qu'il s'appelle 80-80. Mais bien sûr. Du moment que tu mets 80... C'est un filon, personne n'y croyait et ça a fonctionné. Jusqu'au jour où il y a Thomas Langman qui arrive. Ouais. Ça, c'est à Marseille. Marseille, le Dôme de Marseille. Et tu vas assister à la création de l'idée, en tout cas, de ce film. Oui, il vient à la fin du spectacle, il nous regarde tous et il dit « Non, mais c'était fabuleux. On va faire un film. » Ouais. Ah bon ? Oui. On va faire un film. On va choisir... Vous allez entendre parler de moi. Je crois que ça a duré 8-9 mois. Personne n'a entendu parler de rien. Et un jour, on nous a appelés et on nous a convoqués à Paris. Ouais. Et on nous a dit un tel. Il y en a certains qui se sont retrouvés sur la touche, bien sûr, malheureusement.
Et nous, on s'est retrouvés dans le premier film, super succès, Star deuxième 80. film. Combien d'entrées, Star 80, le premier, par exemple, tu as en tête? Alors, près de 4 millions, et près de 7 millions et demi sur TF1. Il est passé au moins déjà 7-8 fois. Sur TMC aussi. Enfin, voilà. C'est très beau succès populaire, comme la tournée. Mais oui, mais les gens nous ont retrouvés, quoi. Mais bien sûr. Et ils ont reproché au second, malheureusement, d'avoir mis trop en avant les acteurs et moins les chanteurs. Qu'est-ce que ça fait quand on chante devant 30 000 personnes et en fait tu chantes plus parce que c'est eux qui chantent, c'est le public qui chante. Mais même devant 300, je peux te dire que tu chantes plus. Ouais. Moi, ce titre-là, là j'ai un spectacle qui s'appelle Les années 80 avec ma femme et on est 12 sur scène. On fait 27 chansons. J'ai invité l'année dernière Patrick Hernandez. Ouais. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mais tu es fou, mais tu es fou. Mais tu chantes 27 chansons. Mais moi, je chante un titre, tout va bien. Voilà. Je suis Patrick fatigué. Hernandez, qui, alors selon la légende, gagne entre 1 500 et 3 000 euros par jour. Tant mieux pour lui. Avec son tube Born to be Alive. Ça rapporte. Toi, par exemple, Besoin de rien, envie de toi, ça te rapporte. Ça a rapporté beaucoup d'argent au début et tout. Ouais. Maintenant, je vais dire, si ça te rapporte 6-7 000 euros dans l'année... C'est pas mal. Voilà, c'est déjà bien. Déjà très bien. Bon, en tout cas, avant de passer aux questions de la table de chevet, on va revenir à 2017, à la fin de cette tournée. Comment tu la vis d'abord, cette tournée de 10 ans, une fois que ça s'arrête? Moi, je veux te dire, j'avais dans ma tête pas décidé d'arrêter le duo ni la tournée. Il a fallu sur une émission de Drucker où j'arrive avec un album qui s'appelle Entre Jazzy et Ballade, que j'avais fait pendant la tournée, avec mes musiciens, avec des titres que m'avait pas fait faire Michel Legrand. Je ne chantais pas de jazz avec lui. Donc là, je me fais plaisir, je me compose des choses et tout. Je le donne à Michel Drucker. Et j'ai vu la tête de Sloan, la jalousie dans cet album. Et Michel Drucker ne peut pas m'appeler Peter. Il me connaît depuis 40 ans, 50 ans. Bon, il m'appelle Jean-Pierre Savelli, quoi. Et elle a fait un scandale à la fin. Parce que tu es. Elle a fait un scandale parce que ton j'avais album. présenté mon album. En gros, j'aurais pas dû, c'était le duo, quoi. Et là, je vois Thomas Langman arriver vers moi. Et je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, c'est comme si je t'ai monté un truc maintenant. J'ai dit, Thomas, pour la prochaine tournée, je n'y serai pas. Ça a été la fin pour toi de. Il m'a dit, pas. quoi Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je n'y serai pas. Je n'ai plus de contrat avec le duo. D'ailleurs, on n'en a plus. Plus personne n'a un contrat avec une maison de disques. Tous les gens des années 80, on n'a plus de contrat. J'ai dit, je ne ferai pas. Il n'a pas insisté. Et il m'a dit, de toute façon, ça sera ou les deux, ou ni un ni l'autre. Il a menti après, parce que tu vois, début de soirée, ils se sont séparés, il en a pris un. Bon, mais en tout cas, on voit que c'est quand même encore bien tendu entre, non, entre parce vous, que bon, avec Sloan. on est obligé de... Ah non, mais je la vois plus depuis oui. 7-8 ans et je m'en porte très bien. Voilà. Bon, en tout cas, il y a toujours des petites vacheries qui sortent. Hein. Ouais. Ah, oui. Et d'ailleurs, on les retrouve dans le bouquin, hein, tu caches rien. Ah oui, on va maintenant parler de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Tu as créé depuis 2017 à Toulon une école. C'est quoi? C'est une école de comédie musicale? Atelier comédie musicale. Oui. Quel est le nom de cette école? Ça s'appelle Le jour se lève. Comme par hasard. Ouais. Association Le jour se lève. Je suis resté là dans le texte que j'ai écrit. Alors comment, c'est quoi la méthode Jean-Pierre Savelli pour apprendre la musique? Parce que tu n'as jamais fait de solfège. Je n'apprends pas la musique. Oui, d'accord. Alors qu'est-ce que tu apprends là-bas? Ce que j'ai appris depuis des années que je chante, depuis plus de 50 ans, la sincérité, apprendre bien sûr le souffle de sa voix et tout, mais je ne suis pas un technicien. Ouais. Je ne vais pas me mettre au piano et leur faire da 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 da, c'est pas ça. On les fait chanter tout de suite, l'expression du visage, ma femme s'occupe de toutes les chorégraphies, et chaque année on fait un spectacle avec les comédies musicales françaises. J'y tiens. Ouais. On ne chante pas assez français chez nous. Donc voilà. Donc l'année dernière, les ados, les adultes ont chanté Mozart, tout ce qui est Molière, tout le temps des enfin tous les tubes français. Et là, cette année, nous rendons hommage donc à Michel Berger. Ouais. Nous faisons donc Le jour se lève sur Starmania. Ok, Le jour se lève sur Starmania. Et ça sera... Ouais. Pour avoir les dates, de toute façon, c'est très simple. Hein, que ce soit ça sera le live du Zénith. Ouais. Le 28 juin. Voilà, le 28 juin. Mais il y aura d'autres dates si vous regardez cette émission. Super, et que la date est passée. Oui. On va sur ton Instagram, hein, Jean-Pierre Savelli. Oui. Et on va trouver toutes les infos concernant aussi un spectacle que tu vas faire qui rend hommage à Michel Legrand, celui qui t'a pratiquement tout apporté. Ben écoute, je bloque un peu le 80 et je rends hommage à Michel Legrand dans un spectacle avec mes musiciens. Ouais. Voilà.
Première au Palais des Congrès. Voilà, et ben si vous avez envie de Toulon d'aller voir Jean-Pierre Savelli sur scène et qui rend hommage à Michel Legrand, eh bien vous trouverez là aussi toutes les infos sur Internet et notamment sur l'Instagram de Jean-Pierre Savelli. Alors, tu sais quoi, avant de terminer, on a une séquence qui s'appelle les questions de la table de chevet. Ah. Donc, tu peux boire un petit coup. Je vais boire un petit coup. Tu peux y aller. Avant de se quitter, donc, 4 questions. Et la dernière, je te laisse y penser, c'est une anecdote gênante que je vais te demander de nous raconter. Première question, ta chambre à coucher, c'est un grand bazar ou un espace zen et bien rangé? Zen et bien rangé. Et voilà. Carré. Non, pas carré, mais zen, bien rangé, avec des bonnes senteurs, voilà, pas des photos de partout, de concerts et tout ça. Non, la chambre, c'est... Très bien, donc c'est pas une chambre d'ado, quoi. Détente. Avant de dormir, tu es plutôt lecture sous la couette ou dernier coup d'œil à ton téléphone? Ni un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Le téléphone, je ne le mets pas dans la chambre, ouais. Déjà. Et puis... Très bien. Non, on est très... C'est basique, mais on est très Netflix. Comme ça, on choisit ce que l'on veut. Et voilà, et des reportages. Et puis, bien sûr, quand j'ai loupé un match du Rugby Club Toulonnais, je me le regarde. Voilà. Dormir pour toi, c'est indispensable ou une perte de temps? C'est une perte de temps. J'ai l'impression... De toute façon, on a bien compris que tu étais hyperactif dès le plus jeune âge et que tu l'es encore. Hein. On s'endort avec plein de choses et on se réveille avec plein de choses dans la tête. Le matin au réveil, bonne humeur communicative ou alors plutôt tendance ours ricoré? Non, bonne humeur. Toi qui as fait de la pub. Non, bonne humeur. Souriant, je suis avec une femme qui est souriante, on travaille ensemble là maintenant depuis 28 ans que nous sommes mariés. Franchement, c'est un bonheur. Ouais. C'est un bonheur. C'est Sandry. Sandry, ouais. Qui est donc... Madame Savelli. Madame Savelli, qui est chorégraphe et qui est metteur en scène, donc elle fait tous mes spectacles, vraiment super. Jean-Pierre, merci en tout cas de nous avoir livré quelques-uns de tes nombreux souvenirs. Merci à toi, c'était très sympa. Voilà, une vraie star. Et puis on te retrouve aussi pour tous ceux qui sont fans de manga dans les salons manga un peu partout en France, où tu reprends tous les titres, Goldorak, Albator, et même d'autres, hein, comme Capitaine Flamme et autres. Bref, si vous avez envie de le retrouver, là aussi, Jean-Pierre Savelli sur Instagram. Il y a les dates, oui. Et vous retrouverez les dates de concert. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à toi. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles confidences, ici dans notre chambre d'ado, sur France.tv et sur YouTube. Salut à tous, merci.